La monnaie la plus forte du monde a gagné 40 points face au dollar depuis le début de cette année. Une croissance du 4 sur 2 ans consécutifs. Un chômage au plus bas depuis des décennies, à peine au-dessus de 2. Des magasins pleins de marchandises, la capitale prospère. Cette description abrégée d'une économie, sans nommer le pays, serait considérée comme une caractéristique d'une économie forte et d'une politique gouvernementale efficace. Pendant ce temps, tout cela est vrai aujourd'hui pour l'économie de la Fédération de Russie, un pays enlisé dans les sanctions, coupé des marchés occidentaux, dépensant des fortunes en armement. D'un autre côté, au même moment, son ministre affirme que le pays est au bord de la récession. L'aura qui entoure l'économie russe est en effet floue. Les défenseurs de l'indépendance ukrainienne cherchent toujours des signes d'un effondrement économique imminent du Kremlin. Les partisans du régime de Vladimir Poutine se moquent des prévisions initiales d'effondrement économique rapide, montrant que l'économie russe non seulement continue de fonctionner, mais affiche des résultats meilleurs que de nombreux pays occidentaux. Alors que la réalité est, comme d'habitude, plus complexe, quel est le véritable état de l'économie russe ? Découvrons-le. Certains indicateurs économiques russes semblent donner raison aux Russes. Le 31 décembre 2024, les Russes devaient payer jusqu'à 113 roubles pour $1 américain. Maintenant, il est sous 80, un niveau proche de celui d'avant l'invasion de l'Ukraine. La monnaie du Kremlin s'est fortement renforcée, gagnant 40% face à la devise mondiale depuis le début de l'année. Dans le contexte du produit intérieur brut, la situation de la Russie est encore plus impressionnante. Ce tableau compare la croissance du produit intérieur brut de plusieurs pays européens, des États-Unis et de la Russie sur les 3 dernières années. Selon les données du Fonds monétaire international, l'année de l'invasion, la Russie a théoriquement connu une légère contraction du produit intérieur brut de moins de 1,5%. Au même moment, l'économie de l'Ukraine attaquée s'est contractée de près de 30%. À partir de ce moment-là, les choses n'ont fait que s'améliorer. En 2023 et 2024, l'économie russe a connu une croissance de plus de 4% par an, un rythme inatteignable pour les pays d'Europe occidentale. La croissance économique russe sur 2 ans dépasse celle de tous les États de l'Union européenne et des États-Unis. Même en incluant l'année de l'invasion, la situation économique récente paraît bonne. La Russie se retrouve alors au milieu du peloton, augmentant son produit intérieur brut de près de 7%, tandis que l'Allemagne est presque au même niveau. Et l'Ukraine est toujours 20% en dessous de son niveau de 2022. Ajoutez à cela ce que recherchent de nombreux salariés, un faible taux de chômage. Près de 11% des Espagnols restent au chômage, la moyenne de l'Union européenne est d'environ 6%, et en Russie seulement 2,2%, le niveau le plus bas depuis des décennies. Et si ce document était vraiment un éloge de la qualité de l'économie russe, il pourrait s'arrêter ici. Cependant, tout cela n'est essentiellement qu'une façade derrière laquelle se cache une image plus compliquée de la situation économique du Kremlin. Et il n'y a rien à cacher, c'est difficile. Par conséquent, à ce stade, une déconstruction progressive de l'image intégrée de l'économie russe est nécessaire. Commençons par le dernier paramètre, le chômage. Un faible taux de chômage est positif pour les travailleurs, mais c'est une situation très négative pour les employeurs. Surtout que cela n'est pas dû à un marché intérieur florissant dont l'essor dépasse la capacité de la main-d'œuvre à suivre. La raison est claire, la guerre qui est la métacause de tous les maux que nous allons aborder sous peu. Marco Rubio a récemment déclaré que selon les estimations américaines, 100 000 Russes devaient mourir sur le front rien qu'en 2025, en supposant que, généralement pour chaque personne tuée, il y a 3 blessés, cela pourrait donner un chiffre de 400 000 tués et blessés rien que pour cette année. Sur une période de 3 années complètes, il est possible que l'on parle d'1 million de tués et de blessés, potentiellement incapables de travailler. Une étude du CSIS de juin confirme ces hypothèses,
indiquant que la Russie atteindra probablement le cap du million de pertes à l'été 2025, un jalon stupéfiant et macabre. Ajoutez la deuxième raison du faible chômage, la fuite des cerveaux. Ici, il est dur de trouver des données concrètes. Après 2022, certains ont quitté la Russie pour de bon, d'autres sont revenus, et certains voyagent entre pays ouverts à la Russie. Ici encore, selon le rapport de Stanford, on parle d'un nombre compris entre 1 demi-million et 1 million de personnes, soit 2 millions sur une population de 143 millions. Cela peut sembler être une petite perte, mais gardons à l'esprit que nous parlons principalement d'un seul genre, des hommes, et plus précisément des hommes dans la période la plus productive de leur vie, entre 20 et 50 ans. De plus, ceux qui ont quitté définitivement le pays sont souvent la partie la mieux éduquée de la société, illustrant une fuite des cerveaux. En conséquence, les entreprises russes manquent jusqu'à 26 millions de travailleurs, ce qui représente une augmentation de 17% d'une année sur l'autre. À ce rythme, selon Le Monde, la Russie comptera un déficit de 10 millions de travailleurs d'ici 2030, soit dans seulement 5 ans. C'est une population équivalente à celle de la République tchèque. Cependant, la guerre et ses conséquences vident le pays, non seulement de sa population, mais aussi le trésor public commence lui aussi à résonner du vide. Le Fonds national de richesse de la Russie, principal matelas financier alimenté par les profits pétroliers et gaziers, pourrait être épuisé d'ici 2026 si la situation économique actuelle se poursuit, selon les économistes de l'Académie présidentielle russe d'économie nationale et d'administration publique, et l'Institut Guidard selon le Moscow Times. Les actifs liquides du fonds avant la guerre s'élevaient à 120 milliards, et aujourd'hui, au 1er juillet 2025, ils sont tombés à 53 milliards. Un mois plus tôt, ils étaient à seulement 35 milliards, soit 30% du niveau d'avant-guerre. Cela peut être dû à une légère augmentation des ventes d'hydrocarbures en juin ou indiquer des changements dans la méthodologie de comptabilisation, ou à la reclassification d'actifs à long terme, tels que des obligations ou actions, en actifs liquides. De plus, le fonds est composé principalement de yuan chinois. Pourquoi le fonds se réduit-il à nouveau ? Il y a plusieurs raisons, toutes liées à la guerre. En 2025, la Russie a augmenté ses dépenses militaires de 25. En conséquence, jusqu'à 40% des dépenses budgétaires sont actuellement allouées à l'armement et à l'industrie de la défense. En valeur nominale, au taux de change actuel, cela représente même un montant approchant les 200 milliards par an, soit plus de 7% du produit intérieur brut. De plus, le Kremlin dissimule une partie des dépenses militaires et les transfère à d'autres postes budgétaires. Comme l'indique un rapport du CPRI, la Russie cache les dépenses liées aux services paramilitaires, à la Rosvardia, au service fédéral de sécurité et aux dépenses de soutien social pour les soldats et leurs familles. Pour illustrer la militarisation, en 2021, la Russie dépensait moins de 5 000 milliards de roubles pour l'armée. Aujourd'hui, ce chiffre dépasse les 15 000 milliards. Le Kremlin alloue le maximum de ressources qu'il peut consacrer à la guerre sans provoquer la paralysie de l'État, bien qu'il s'approche de plus en plus dangereusement de cette limite de déséquilibre, parce que les principales recettes budgétaires proviennent toujours du pétrole et du gaz, et celles-ci vacillent. John McCain a un jour déclaré que la Russie est une station-service déguisée en pays. Aujourd'hui, ces mots restent très vrais. Le budget de la Fédération de Russie dépend officiellement à 30-35% des ventes de pétrole et de gaz, dont 80% proviennent du pétrole. Mais ce n'est qu'une face de la médaille. L'autre moitié provient des impôts sur les entreprises et les personnes liées au secteur du pétrole et du gaz. Environ 15 à 20% proviennent de l'impôt sur les sociétés d'entreprises comme Rosneft, Gazprom et Ukoya. Ajoutez à cela la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur le revenu des personnes vivant de cette industrie. En fait, jusqu'à 60% du budget russe repose sur cette seule branche, une branche qui grince de plus en plus. Le prix du pétrole est de facto le critère le plus important qui guide l'humeur à Moscou.
des prix élevés du pétrole et des failles dans les sanctions permettant son exportation sont précisément ce qui alimente le plus puissamment la machine de guerre du Kremlin. Pendant ce temps, le brut russe Oural s'est maintenu à un niveau moyen de 52 $ le baril en mai et de 60 en juin, bien qu'il ait connu des épisodes où il est même descendu jusqu'à 47. Le Kremlin a cependant basé le budget de cette année sur un prix de 70 $. Cela a un impact fort sur les bénéfices. Dans ce tableau, nous voyons une comparaison des bénéfices d'une année sur l'autre des principales entreprises énergétiques russes, Rosneft -74, Lukoil -82, Surgutneftgaz -264. La situation est similaire sur le marché du gaz. Gazprom a connu sa pire année de son histoire. Elle a enregistré 13 milliards de pertes nettes. La diversification du gaz est compliquée par les gazoducs principalement orientés vers l'Europe et le manque d'infrastructures pour le transport de gaz naturel liquéfié. Mais même ici, les Russes ont connu une baisse de 22% au premier trimestre 2025. La raison en est-elle de nouvelles sanctions de l'Union européenne ou s'agit-il simplement d'un effet saisonnier ? Non, parce que nous comparons d'une année sur l'autre. Il faut noter que les Russes étaient dans une situation encore pire au premier semestre 2023, lorsque l'Oural oscillait autour de 45 à 50 $ le baril, même si les Russes se sont rétablis en novembre, lorsque l'Oural a frôlé les 80 $. Est-ce que ça va seulement s'améliorer à nouveau, maintenant ? Il est difficile de prédire comment le marché du pétrole va se comporter, mais plusieurs faits jouent contre le Kremlin. D'abord, l'Union européenne et les États-Unis tentent de combler les failles des sanctions en visant à plusieurs reprises la flotte fantôme russe. Le dernier paquet de sanctions de l'Union européenne vise 105 navires supplémentaires. Mais ce n'est pas tout. Selon Bruxelles, la dernière 18e série de sanctions doit être l'une des plus fortes jusqu'à présent. En plus de la flotte fantôme, elle interdit les gazoducs Nord Stream, sanctionne les banques chinoises, facilitant le contournement des sanctions et impose un plafonnement plus strict du prix du pétrole russe. Celui-ci était auparavant fixé à 60 $ le baril. Ainsi, quand les prix du pétrole mondiaux ont chuté sous ce seuil, le Kremlin n'a subi aucune sanction. Désormais, le plafond des prix sera fixé à seulement 476, soit seulement 68% du niveau prévu par le budget russe. Le cartel auquel la Russie est associée, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole plus, agit également contre le Kremlin. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Plus a le dernier mot sur les prix mondiaux du pétrole, représentant près de la moitié de l'offre mondiale. Pendant ce temps, l'association avait augmenté la production de pétrole pour le 3e mois consécutif, faisant baisser les prix des matières premières sur les marchés mondiaux en août. Cette tendance sera maintenue. De plus, la Russie violait habituellement les accords de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, plus en produisant plus que ce à quoi elle s'était engagée. Par conséquent, elle doit maintenant réduire sa production. Tout cela jette une ombre sur le plan budgétaire pour les 6 premiers mois de cette année. Le déficit budgétaire de la Russie s'élève à près de 37 000 milliards de roubles, soit 47 milliards. Cela signifie qu'il est 6 fois plus élevé que pendant la même période l'année dernière. Les dépenses ont augmenté de 20%, tandis que les recettes n'ont augmenté que de 3%. Nous parlons constamment d'un point de vue très large, mais lorsque l'on examine de près des secteurs spécifiques de l'économie russe, l'ampleur des problèmes qui s'accumulent en interne apparaît au grand jour. Le mérite revient en grande partie à Yevgeny Istrebin, qui surveille la situation intérieure en Russie à partir des données officielles des agences russes. Encore ici, quelques chiffres nous attendent. Les ventes de nouveaux appartements en Russie ont diminué de 38% sur un an. La construction de nouveaux appartements en juin est en baisse de 22% sur un an. Il s'avère que les gens n'ont pas d'argent pour rembourser les prêts. La valeur de la dette en retard provenant des prêts accordés aux citoyens russes a atteint 15 000 milliards de roubles, ce qui représente une augmentation de 40% sur un an. Cela met les banques dans une situation difficile. Les ventes de dettes en retard ont augmenté de 30%. Ainsi, selon Bloomberg, les dirigeants des principales banques russes discutent déjà avec le gouvernement de plans de sauvetage potentiels pour 2026. Dans d'autres secteurs, la situation n'est pas meilleure.
Les ventes de voitures chutent massivement, en baisse de 27%, tout comme les camions, en baisse de 66%. De même, pour le matériel agricole, la baisse est de 33% et pour les engins routiers, de 41%. Les industries de l'acier, du charbon et du bois sont confrontées à des problèmes. La production d'acier chute de 18%, celle de bois de 13%, et le charbon devrait perdre 4 milliards d'ici fin d'année. Pour sauver le budget, les experts appellent à augmenter immédiatement la fiscalité. Nous devons exploiter toutes les ressources pour accroître les revenus, a affirmé Anatoly Artamonov, président de la commission du Conseil de la Fédération sur le budget et les marchés financiers. Malgré le fait que, rappelons-le, l'année dernière, l'impôt sur le revenu a été augmenté de 20 à 25. En parallèle, le gouvernement se maintient en émettant des obligations à un rythme record. Théoriquement, la dette fédérale de la Russie est relativement faible, à 16,5% du produit intérieur brut contre 58% pour la Pologne, 64% pour l'Allemagne ou 130% pour les États-Unis. Le problème, c'est que le service de cette dette est très coûteux. En Russie, le coût du service de la dette par rapport à la dette elle-même s'élève à plus de 9, alors qu'en Allemagne, il n'est que de 1. La raison en est les taux d'intérêt très élevés sur les obligations intérieures russes. Le 20. Pourquoi un taux si élevé ? L'inflation officielle en Russie en juin était à un peu moins de 10, mais l'inflation réelle est sans doute bien plus forte. Cependant, il convient de noter que la Banque centrale a commencé à réduire lentement les taux d'intérêt. Enfin, revenons au tableau du produit intérieur brut présenté au début de cette partie. Alors, comment, dans de telles conditions, la Russie parvient-elle à maintenir une tendance aussi positive ? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, une situation décente sur le marché du pétrole au cours des 2 dernières années et le contournement des sanctions. Deuxièmement, le gouvernement injecte de l'argent dans l'économie, épuisant ainsi les ressources nationales, y compris le Fonds national, dont nous avons parlé plus tôt. Mais cette injection est concentrée exclusivement sur un seul secteur, le secteur militaire. En réalité, cette croissance est creuse car elle ne reflète pas une amélioration de la productivité ni une véritable augmentation du bien-être. Cette croissance ne se traduit pas par des investissements privés ni par la consommation des ménages, comme le suggèrent les données sur la baisse des ventes d'appartements, de voitures, d'équipements, etc. Nous le voyons sur ce graphique, l'économie reste en stagnation, ou si l'on prend en compte une inflation officielle de 20% en stagflation. Seule l'industrie militaire connaît un essor, mais même cela ne suffit plus. Après 4 années de croissance consécutive, le Fonds monétaire international prévoit seulement 1,5% de croissance cette année, ce qui, avec 40% des dépenses consacrées à l'armement, signifie en réalité une récession. Dans tous les autres secteurs, en 2026, cette croissance ne sera que de 0,9%. Revenons également au cas du rouble fort. Cela est aussi principalement dû à l'intervention de l'État. C'est causé par des contrôles stricts des capitaux. Les citoyens russes ne peuvent pas transférer librement de l'argent à l'étranger. Les transferts de devises sont limités. Les entreprises étrangères ne peuvent pas non plus envoyer leurs bénéfices hors de Russie, restant ainsi effectivement otages du Kremlin. Enfin, les exportateurs sont obligés de convertir jusqu'à 80% de leurs revenus en devises en roubles dans un délai spécifié, ce qui s'ajoute encore à des taux d'intérêt élevés et à une politique monétaire restrictive. Et ici encore, on pourrait mettre un point final et affirmer que la situation est mauvaise et que tout va s'effondrer comme un château de cartes à tout moment. Cependant, cet optimisme occidental serait injustifié. En observant l'état de l'économie russe, il faut reconnaître que malgré le fait d'être le pays le plus sanctionné au monde, elle parvient à tenir dans cette situation depuis plus de 3 ans et à rester le camp offensif dans la guerre. La directrice de la Banque centrale, Elvira Nabiullina, mérite d'être reconnue pour avoir entrepris l'impossible, ou d'y être contrainte, et de rester à flot malgré les obstacles constants que la Russie doit endurer. Ajoutez à cela la capacité habile à contourner les sanctions, le soutien constant et le colonialisme économique de la Chine, ainsi que l'autosuffisance dans de nombreux secteurs. Cependant, le plus grand mérite revient aux Russes eux-mêmes, qui acceptent le coût que l'État leur impose au nom de la guerre.
La mentalité « une vie pauvre mais une grande Russie » professée par des millions de Russes permet à Moscou de maintenir la stabilité dans le pays, tout en réorientant simultanément toutes les ressources nationales disponibles vers la victoire dans la guerre en Ukraine. Par conséquent, la caractérisation la plus précise de la situation économique actuelle de la Fédération de Russie n'est pas un effondrement imminent, mais une dégradation structurelle et constamment croissante. Bien sûr, aucune crise n'arrive du jour au lendemain. Rappelons-nous cependant que le Kremlin peut toujours compter sur le soutien chinois. C'est aussi un signe de faiblesse, et cela renforce le statut quasi vassal de Moscou vis-à-vis de Pékin. Ernest Hemingway a écrit dans Le Soleil se lève aussi. Comment êtes-vous devenu ruiné ? De deux façons, progressivement puis soudainement. La Russie reste dans la première phase. Les prix sont une certaine somme de problèmes qui s'accumulent constamment. Et ceux-ci, comme nous pouvons le voir, augmentent en Russie depuis plus de 3 ans. Alors combien d'espace économique reste-t-il aux Russes ? Personne ne le sait, y compris les Russes eux-mêmes. Il y a tellement de variables, avec les prix du pétrole et l'efficacité des sanctions au premier plan, que prédire le résultat relève presque de la voyance. Cependant, une chose est certaine, il s'agit d'une période qui a une date de fin.